Soutien à la population de l'Est de la République démocratique du Congo, à Goma précisément, oui, de cœur avec vous. Depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, on parle de la guerre d'agression, justement. Le Rwanda est tombé depuis ce matin, on en parlait d'ailleurs. Aujourd'hui, on va revenir également sur cette guerre d'agression avec le Rwanda. Il faudra le dire clairement, avec le Rwanda, qui accompagne le M23. Quel partenaire fiable pour la République démocratique du Congo face à l'hypocrisie de la communauté internationale ainsi que les organisations régionales. Aujourd'hui, on semblerait parler d'une médiation, d'une nouvelle médiation. Mais comment la RDC devra se positionner par rapport à cela? Il y a une réunion interinstitutionnelle qui doit se tenir ce lundi. Et oui, des stratégies également continuent à se peaufiner. On va parler aujourd'hui avec des invités. Oui, nous aurons sur ce plateau le député national Ngoï Kassongi, mais également M. Eric Chiswaka, membre de la FDC. Et oui, on reviendra également avec le sport pour parler du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations ce lundi au Maroc. Quels enjeux pour les Léopards? Notre expert maison sera de la partie, Christian Bokaya. Les grandes lignes, c'est avec Joël Issenona que j'ai dit bonsoir. Bonsoir Arlette Boutila, bonsoir à tous. Place aux grandes lignes de l'actualité. La situation sécuritaire demeure préoccupante à Goma, marquée par la présence de l'armée rwandaise, où le gouvernement congolais, suivant les instructions du président Félix Tshisekedi, travaille activement pour éviter des pertes en vies humaines. Par ailleurs, le président Tshisekedi a décidé de ne pas participer au sommet d'urgence de l'EAC convoqué par William Ruto, selon sa porte-parole, afin de se concentrer sur la crise à Goma. Et face à l'incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolais, plusieurs personnalités manifestent leur soutien au FARDC et à la population de Goma, notamment le deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bahati, Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, ainsi que les populations de la ville de Bukavu qui ont envahi les rues en soutien au FARDC. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont franchi une étape cruciale dans leur processus de séparation avec la CEDEAO. Une rencontre diplomatique réunissant les ministres des Affaires étrangères de 3 pays a été organisée dimanche à Ouagadougou pour définir les formalités de leur séparation d'avec l'organisation. Retrouvez à 19h grâce Salambo dans la grande édition du journal. Entre-temps, votre magazine Kinshasa Direct se poursuit avec Arlette Boutila. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Et de retour sur ce plateau, nous reprenons le commandement cette fois-ci pour recevoir notre tout premier invité. Je décide avec mon gouvernement que tous les réfugiés devaient quitter le territoire de mon pays au plus tard le 31 décembre 1995 et que le président Mobutu me dit ce n'est pas comme ça, prends une position contraire et je reçois de la communauté internationale le secrétaire général des Nations Unies Boutros Ghali, le sous-secrétaire d'État américain George Moose, le directeur pour Afrique Rochero de la Sabrière, pour me dire, écoutez, non, il faut suivre la voie du président. Il ne faut pas vous opposer au président sur ce chapitre. Alors que toute la population du Kivu avait mobilisé ses moyens de transport pour aider les réfugiés à rentrer. La vérité, c'est que la communauté internationale ne voulait pas, alors que la même communauté internationale, par 2 résolutions du Conseil de sécurité, a voté le déploiement des forces multinationales qui devaient constituer des couloirs de sécurité pour permettre aux réfugiés de rentrer dans leur pays
dans la paix et la dignité, cette même communauté internationale reviendra sans que les résolutions du Conseil de sécurité aient été démenties par d'autres résolutions, qu'on ne déploierait plus parce que le Rwanda venait de bombarder les camps des réfugiés et que tous les réfugiés sont rentrés. Je me pose une question. L'armée rwandaise ne dispose, ne dispose pas d'une force aérienne. Ni avion, ni pilote. Avec quoi a-t-on bombardé les camps des réfugiés? Qui a bombardé? Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu. Et comme annoncé ici, sur ce plateau, nous allons recevoir notre tout premier invité, monsieur Eric Tshisokwa. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, merci. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes cadre au sein de la FDC. Et aujourd'hui, justement, nous allons revenir sur la situation qui prévaut actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo. On parle de Goma, qui est déjà tombé entre les mains de rebelles M23, soutenus par le Rwanda aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a autant d'images à travers les réseaux sociaux. Les officiels également ont confirmé que Rwanda était tombé. Aujourd'hui, comment résumer cette situation en général? Merci beaucoup pour la question posée. Je crois que les informations de notre possession démontrent à suffisance que Goma n'est pas tombé. Il faudrait que nous puissions recadrer cette question. Il est vrai qu'il y a la présence de quelques militaires rwandais à Goma, mais nos forces armées de la République sont en train de faire un travail des titans, mettre hors d'état de nuire ces rebelles du M23, l'armée rwandaise, et qui usent de ces stratégies machiavéliques pour l'exploitation illégale, illicite de nos minéraux. Je crois qu'il faudrait ici applaudir les efforts du gouvernement congolais qui a mobilisé beaucoup de moyens pour accompagner cette armée congolaise face à l'agression que nous sommes en train de subir dans la partie est de la République. Et à nous qui défendons l'intégrité territoriale, il faudrait maintenant nous poser la question de savoir est-ce qu'allons-nous continuer à être une nation qui voudrait simplement démontrer à la communauté internationale ou au reste du monde que nous sommes agressés, ou il faudrait prendre une nouvelle posture pour démontrer à suffisance que nous pouvions aussi défendre autrement la République démocratique. Mais est-ce que devons-nous attendre maintenant l'entrée des rebelles à Goma pour évoquer cette question aujourd'hui? Est-ce que la question même devrait se poser encore? Est-ce qu'on a besoin de cette approbation de la communauté internationale qui a prouvé jusqu'à aujourd'hui qu'elle écoute, c'est vrai, qu'elle parle, mais qu'elle n'agit pas? Est-ce que devions-nous rester attentistes jusqu'à ce moment pour attendre l'approbation de la communauté internationale? Vous savez, madame, la République démocratique du Congo est un pays qui respecte les textes. Un pays qui est celui qui porte les solutions. Un pays qui attendait les résolutions de beaucoup de processus que nous avons eu à participer. Celui de l'Angola, celui au Kenya, etc. Tous ces processus que nous avons eu à participer, afin de trouver des pistes de solutions. Vous savez, la guerre ne date pas d'aujourd'hui, cette agression que nous subissons ne date pas d'aujourd'hui. Le chef de l'État, le président de la République, nous a amenés dans un front diplomatique et un front défensif. Ces fronts diplomatiques étaient un front pour présenter exactement la situation dans laquelle la République démocratique du Congo se trouve pendant plus de 20 ans. Et le front défensif, c'était ces fronts pour défendre l'intégrité territoriale. Vous avez suivi le porte-parole de l'armée qui l'a clairement dit que jusqu'à ce stade, la RDC n'a pas encore fait officiellement la guerre avec le Rwanda et que nous pourrions commencer cette guerre avec le Rwanda. En fait, nous sommes dans cette front diplomatique et défensif dont le gouvernement, les autorités ont mis en place pour aboutir, pour finaliser d'abord certaines résolutions, notamment celui des conseils de sécurité des Nations Unies et plusieurs résolutions avant de
de prendre cette posture de guerre. Je crois que aujourd'hui, beaucoup de Congolais veulent que la République démocratique du Congo fasse la guerre au Rwanda, et nous sommes d'accord avec cette manière de faire, de vouloir faire. Mais il y a beaucoup des indicateurs aujourd'hui qui démontrent à suffisance que l'armée congolaise, nous l'appuyons, mais il y a beaucoup de choses là-dedans que nous sommes en train, que le gouvernement est en train de travailler là-dessus pour assainir cette armée et pouvoir agresser le Rwanda. Est-ce que le discours de l'assainissement de l'armée mérite d'en parler aujourd'hui? Nous avons vu, vous l'avez dit, que jusqu'à maintenant, il y a des résistances au sein, dans la province, dans la ville de Goma, pardon. Ça veut dire que l'armée congolaise, tant bien que mal, résiste encore. L'armée congolaise, tant bien que mal, tente de repousser les rebelles. Et c'est cette armée-là que vous pensez maintenant, là, c'est le discours qu'il faut, ou bien c'est une autre approche justement pour d'abord repousser les rebelles hors de Goma, revoir les choses autrement. Parce que c'est vrai, on le disait tantôt, c'est parti de Bunagana, ça avançait petit à petit. Et aujourd'hui, on parle de Goma. Vous savez, madame, la Russie, avant de faire la guerre à l'Ukraine, la Russie s'est préparée pendant 2 années. Ça n'a pas été organisé en un seul jour. Il y a eu une préparation qui a été mise en place par M. Poutine. Et cette préparation, le chef de l'État a beaucoup travaillé suite à cette situation de l'insécurité dans la partie est de la République. Je vous dis, madame, nous sommes prêts à faire la guerre avec le Rwanda. Et nous sommes déjà, je dirais, à 2 pas de pouvoir faire. Mais le gouvernement congolais a voulu présenter l'inefficacité du processus organisé de plusieurs processus et de plusieurs résolutions. Au détriment de la population congolaise. Je dirais que nous sommes, madame, à défaut de faire la guerre au Rwanda, de repousser les rebelles quand même. Cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, nous sommes en train d'aller avec cette situation à la fin. C'est-à-dire, nous sommes en train de mettre le Rwanda face à ses responsabilités, même au niveau de la communauté internationale, au niveau de la région des Grands Lacs. Nous voulions prouver à suffisance que le Rwanda crée terreur et crée la tension dans cette zone et dont nous sommes en train d'aller avec cette nation, avec le régime de M. Paul Kagame jusqu'à la fin. Et donc, la stratégie qui a été mise en place aujourd'hui, madame, cette stratégie est une stratégie que nous saluons par le président de la République. Et donc, si aujourd'hui, vous savez, nous avons tous suivi la ministre des Affaires étrangères qui a mis, comment dirais-je, a éclairé ces conseils de sécurité face à leurs défis, face à ces enjeux, face à cet obstacle dont, comment dirais-je, dont le Rwanda est en train de pouvoir nous imposer. Donc nous sommes face à beaucoup de défis et je pense bien que nous sommes déjà à des doigts de pouvoir décréter, n'est-ce pas, cette guerre avec le Rwanda, et le temps viendra et que nous allons le faire. Mais pour le moment, ce qu'il y a à faire, c'est que en temps de guerre, en temps de conflit, je vais appeler ça une guerre froide, parce qu'actuellement, officiellement, la République démocratique du Congo n'a pas déclaré la guerre avec le Rwanda. Mais maintenant, la situation, c'est que cette posture que nous, les Congolais, devrions avoir, nous, les politiques et la population, devrions avoir face à ce qui s'est fait aujourd'hui, puisque, vous savez, madame, depuis ce matin, il y a des informations, des fausses informations qui sont relayées par certaines personnes, par des médias mafieux qui publient des fausses informations qui ne sont pas vraies pour désinformer l'opinion nationale et internationale. Et donc nous devrons y travailler. Parlons-en justement, puisque vous êtes politique également, membre de l'Union Sacrée, parlons-en de l'information. Vous savez que la nature aura du silence. Qui devrait donner l'information? N'est-ce pas le gouvernement? L'information aujourd'hui... L'information officielle, c'est vrai. Tout à fait. À travers les réseaux sociaux, tout à fait. Les gens sont en quête d'informations. Le Congolais veut savoir qu'est-ce qui se passe. Goma est tombé, Goma n'est pas tombé, qu'est-ce qui se passe? Et c'est le seul gouvernement qui est habilité à mettre la lumière là-dessus. Les informations sont données par le porte-parole du gouvernement,
qui est le ministre Patrick Mouyaya, qui donne suffisamment cette information à la population congolaise quant à la situation actuelle à Goma et à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc nous sommes en train de suivre de près cette situation. Nous avons suivi le ministre qui nous a clairement dit que le Rwanda est en train de mettre en place une stratégie d'infiltration stratégique pour créer terreur avec cette information, ces informations calamiteuses mises en place pour détruire l'opinion. Et donc les informations sont produites par le gouvernement. Et ce n'est pas par les réseaux sociaux, par X ou Y personnes, parce qu'il y a aujourd'hui, vous savez, la stratégie machiavélique du Rwanda et la communication rwandaise, c'est aussi la désinformation aux Congolais, créer terreur. Le Rwanda nous amène dans une logique d'un dialogue où nous allons échanger avec le M23, mais dans une position de faiblesse. C'est-à-dire, cette nation voudrait clairement nous imposer sa politique, sa stratégie, pour que lors des échanges, vous savez que le président Outo a convoqué une réunion urgente des crises pour statuer quant à cette situation, mais on veut nous imposer ces dialogues avec une faiblesse. Et donc, nous ne pouvions pas tempérer à cette situation stratégique communicationnelle du Rwanda. Donc, nous devrions travailler avec une stratégie mise en place par le gouvernement, par les autorités de la République, pour, n'est-ce pas, trouver des solutions à la situation dans laquelle la République démocratique du Congo se trouve. Justement, aujourd'hui, on doit parler justement des alliés. On doit parler du remaniement. Est-ce que le remaniement, il faudra le faire? Est-ce qu'il faudrait compter avec qui maintenant? Même les alliés posent problème aujourd'hui face à la République démocratique du Congo. D'autant les avertis disaient que la RDC évolue seule. Il faudrait se considérer seul dans cette affaire. Parce qu'il s'agit justement, c'est une question plus d'intérêt économique. Je crois que la politique, madame, je venais de vous le dire, mise en place par nos autorités, cette politique produit déjà des résultats au niveau international, madame. Au niveau international, il y a des nations qui reconnaissent l'agression que nous subissons de la part du Rwanda. Aujourd'hui, les M23, ne parlons même pas du M23, ne parlons même pas de l'AFC de M. Nanga, mais parlons aujourd'hui du Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité qui a eu lieu hier, madame, vous avez suivi plus de 80% des nations présentes ont, n'est-ce pas, condamné la politique mise en place par M. Paul Kagame. Et donc, nous pensons que nous sommes déjà sur les bons chemins. Il faudrait que la population puisse croire, n'est-ce pas, au gouvernement congolais, croire à nos vaillants militaires qui sont au front pour apporter des solutions au prorata de la population. Et donc, est-ce qu'il faudrait que nous puissions croire à nos alliés ou à nos partenaires politiques? Je crois que, madame, la diplomatie a beaucoup d'enjeux. La diplomatie, il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est pas que nous sommes en train de croire à 100% à la volonté présentée par la France, les États-Unis et certaines nations. Et de notre côté, nous avons mis des stratégies en place pour trouver des pistes de solutions. Je crois que la République démocratique, il est vrai que nous sommes un État indépendant, un État souverain. Et si les processus mis en place n'aboutissent pas à des résolutions quant à cette situation, il n'est pas interdit à la République démocratique du Congo de déclarer officiellement la guerre. Vous savez, le Rwanda, avec sa politique de pouvoir se plaindre au niveau de la communauté internationale, faire croire aux autres que c'est un pays minoritaire, avec sa politique mise en place, vous allez vous rappeler de ces génocides rwandais, dont certaines nations, n'est-ce pas, soutiennent la politique du Rwanda. Et donc, nous ne voulions pas tomber dans ces genres de jets. Nous voulons présenter la situation, la vraie situation, la vraie historique, l'histoire réelle de ces pays, l'histoire de l'agression de la République démocratique du Congo. Et donc, après cela, je crois que nous allons emboîter les pas sur ces fronts de la guerre que nous pourrions, je crois que le chef de l'État pourra décider à cette situation pour que nous lèvons des options, notamment de faire la guerre. Il ne nous est pas interdit, comme nation souveraine, de faire la guerre. Faire la guerre avec quels alliés aujourd'hui? Nous avons, madame, vous savez, je l'ai dit, nous sommes, la diplomatie, il y a beaucoup de choses là-dedans. Je crois qu'il y a des alliés vrais avec la République démocratique du Congo, puisqu'avec les États, c'est question des intérêts présentés. Donc, au sein de la diplomatie, au sein des stratégies mises en place, les intérêts priment. Vous savez, avec les États, c'est les intérêts qui priment. Donc, quand ça
certaines nations trouvent que les intérêts avec la République démocratique du Congo corroborent ensemble, nous pouvions travailler avec des nations vraies, avec des nations qui soutiennent la République démocratique du Congo, avec des nations qui accepteraient que les partenariats soient un partenariat win-win, comme on l'a dit, gagnant-gagnant, permettant à ce que les nations puissent se développer. Et donc, la situation dans laquelle nous nous retrouvons, elle est une situation trop délicate et nous sommes en train d'aller avec beaucoup plus de stratégie. Il ne faudrait pas que nous ayons des réactions épidermiques, madame. Vous savez, la guerre, elle est bonne de faire la guerre, mais la guerre, il faudrait mettre, n'est-ce pas, plus de stratégie pour pouvoir arriver et pour pouvoir vaincre définitivement. Parce que ce que nous voulions aujourd'hui, ce n'est pas une paix temporaire, comme nous en avions eu en 2013 avec ce qui nous avait été dit, la fin du fait qu'on nous a dit que la RDC avait défait les M23. Nous ne voulions pas que ce soit, comment dirais-je, des accords de paix pour pouvoir atténuer la situation et puis par la suite que ça puisse rebondir. Mais nous voulions prendre des solutions définitives pour que la partie Est de la République retrouve également la paix. Et c'est ça ce que nous voulions. Aujourd'hui, nous voulions une paix déterminée, une paix éternelle, une paix durable qui permettra à ce que la République démocratique du Congo puisse développer son économie, puisse développer cette capital humain. Donc nous y allons avec plus de stratégie et je crois que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dit la population congolaise doit les faire confiance, la nation doit faire confiance à cet grand acteur politique qui est en train de nous amener dans une solution durable, pas dans une paix, je dirais, qui prendrait quelques temps et qui pourrait rebondir, mais une paix qui prendra exactement, comment dirais-je, une paix durable. Et nous sommes en train d'aller avec cette situation. Vous savez qu'on avait changé au niveau des commandements, on avait nommé des nouvelles personnes. C'était justement dans le but d'éviter ce qui arrive aujourd'hui. Mais cela n'a pas empêché à ce qui arrive aujourd'hui d'arriver. C'est aussi prévenir, c'est aussi voir un plan B. C'est aussi parce que là, c'est vrai qu'on est en train de parler d'une paix durable. Mais la réalité sur terrain, c'est que les M23 continuent d'avancer. Madame, ils avancent réellement, monsieur. Et oui, écoutez, dire que les M23 avancent, je ne voudrais pas qu'on fasse la... Hier, ils n'étaient pas à Goma. Avant-hier, ils n'étaient pas à Goma. Aujourd'hui, ils sont à Goma. Pourquoi dans un rapport de force. Justement, dans ce rapport de force, ils ont quitté là où ils étaient, ils ont avancé, ils sont arrivés à Saké, ils sont arrivés à Goma. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir un langage franc Madame, pour le respect des Congolais qui nous suivent, mais également, comme vous l'avez dit, un langage rassurant, mais aussi un langage franc, pour que l'on arrive un tout petit peu à comprendre la situation dans laquelle la République se retrouve. Cela permettrait également à la population de Goma de savoir comment se tenir en ce moment. Madame, parce que le souhait pour tous, ici à Kinshasa, à Goma et ailleurs, c'est avoir une paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Écoutez, madame, il est vrai que le M23, je l'ai dit, nous sommes dans un rapport de force. Vous parlez de l'avancée du M23, mais nous ne parlons pas de l'avancée de nos FRDC, puisque vous êtes informé comme moi que la FRDC est arrivée jusqu'à Gisenyi, jusqu'à Rubavu, c'est-à-dire nous sommes dans un rapport de force mis en place. C'est une guerre, je le dirais d'abord une guerre froide, puisque actuellement, je l'ai dit, la République démocratique du Congo n'a pas officiellement déclarer la guerre. Et donc, lorsque nous allons déclarer officiellement la guerre, je crois que devant cette fameuse communauté internationale, il n'y aura plus d'explications à pouvoir mettre en place, puisque nous avons entamé un front diplomatique pendant des décennies, je dirais ainsi. Nous avons entamé un front défensif pendant un certain temps. Et donc, il nous reste maintenant un front de guerre que nous allons faire avec le Rwanda. Et donc, l'armée congolaise aussi est en train d'avancer. Vous savez, aujourd'hui, vous avez suivi les porte-parole militaire du Rwanda qui a présenté la situation du Rwanda, qui a parlé de cette catastrophe au niveau de Rubavu, au niveau des Gisenyi. Donc l'armée congolaise aussi avance. Il est vrai que notre armée, il y a beaucoup à dire là-dedans, mais actuellement nous voulions appuyer ces militaires, appuyer nos FRDC pour la réussite totale. Et donc actuellement, je dirais ici, comme je l'ai répété, nous devrions avoir
cette posture, n'est-ce pas, patriotique pour soutenir. Nous sommes agressés injustement à cause de nos minéraux. On parle des réaménagements au niveau de l'armée congolaise par le garant du bon fonctionnement des institutions. Il y a à boire et à manger quant à cette situation de l'armée congolaise. Ce n'est pas la première fois que nous connaissions, que nous sachions que nous avions pendant un certain temps une armée qui a été infiltrée. Il y a eu les brassages, madame, il y a eu les mixages. Tout ça, nous connaissons les réalités politiques de cette armée, les réalités sur terrain. Et donc, c'est pourquoi nous disons, nous allons faire la guerre au Rwanda, mais nous allons faire la guerre pour vaincre la guerre. Nous n'allons pas faire la guerre pour que nous soyons trahis par ceux qui sont, notamment certaines personnes qui trahissent la République démocratique du Congo avec des stratagèmes mis en place contre l'État. Et donc c'est pourquoi nous voulions que l'armée soit une armée patriotique, mais que le Congolais, ça il faudrait imbiber à la nation congolaise l'ADN du patriotisme, comme certaines nations ailleurs qui ont cet ADN du sens du patriotisme. Puisque, vous savez, nous, madame, moi, Eric Tshisekedi, je n'ai pas double nationalité, je n'ai pas triple nationalité, nous n'avons que la République démocratique du Congo. Et donc, si nous perdons notre pays, c'est fini. Et c'est pourquoi nous faisons appel à l'opposition, à la majorité, à la société civile, de comprendre la quintessence de ce que nous avons aujourd'hui. Cette guerre, Lumumba l'a dit, Lumumba a présenté les tableaux de ce qui était prémédité par la communauté internationale. Moussé Laurent Désiré Kabila est mort suite à cette agression que nous subissons. Le président Joseph Kabila s'est battu pour que nous puissions trouver la solution à cette situation de l'insécurité dans la partie est de la République. Le président Tshisekedi est arrivé, le président Tshisekedi a décidé de ne pas dialoguer avec les M23 et c'est d'ailleurs ça qui a aujourd'hui créé cette tension, n'est-ce pas, au niveau du Rwanda, puisque le Rwanda voudrait à tout prix qu'un État souverain indépendant puisse dialoguer et échanger avec les terroristes des M23, chose que nous ne ferons jamais. Il est pratiquement impossible à une nation riche et importante avec des élites autour, réfléchir et dialoguer et discuter avec des criminels, avec ceux qui créent, allais-je dire, terreur et désolation. C'est pourquoi nous avons dit, nous allons avec cette situation d'une manière stratégique et je crois, madame, que nous sommes à des doigts. Retenez ce que je dis aujourd'hui, nous sommes à des doigts d'abord de lever l'état de siège puisque la Constitution actuellement ne nous permet pas dans un état de siège de pouvoir déclarer la guerre. Le chef de l'État va mettre en place cela et je vous l'ai dit, nous sommes politiques, je sais de quoi nous sommes en train de parler et nous allons déclarer la guerre officiellement avec le Rwanda, mais avant de pouvoir déclarer, je crois que les résolutions du Conseil de sécurité, nous allons y aller jusqu'à la fin. Ce n'est pas que nous croyons à ces résolutions, mais nous voulions mettre ces conseils de sécurité face à un fait accompli. Nous voulons aujourd'hui présenter la facette de la fameuse communauté internationale. Nous voulons aujourd'hui mettre en place toutes les stratégies diplomatiques pour vraiment, comment dirais-je, coincer la République rwandaise, coincer la population le partenaire aujourd'hui qui se retrouve dans cette zone où il y a la guerre. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Je crois que le ministre Patrick Muyaya a parlé là-dessus, raison pour laquelle vous avez vu la présence, une présence, je dirais, de militaires congolais à Goma, notamment pour protéger la population congolaise, les habitants de Goma, face à cette situation. Et je crois qu'il y a une politique mise en place là pour. C'est pourquoi nous disons que si il n'y avait pas, comment dirais-je, la population dans cette partie de Goma, je crois qu'à ces moments, ça devrait être des tirs à gauche et à droite et des tirs, je dirais ici, des missiles, etc. Oui. Mais le gouvernement ne veut pas qu'il y ait bain de sang, il ne veut pas que la population congolaise, que nous puissions perdre la population congolaise. C'est pourquoi nous sommes en train d'aller avec cette situation d'une manière stratégique pour éviter ce qui arrive. Je tiens à féliciter la population du Sud Kivu, même ceux de Kinshasa, qui ont démontré à suffisance s'ils ne sont pas d'accord avec cette situation qui se passe dans la partie est de la République, notamment à Goma, qui ont marché pour revendiquer, pour dire que nous ne voulions pas de cette situation. Mais au-delà de cela, je crois qu'il faudrait maintenant aller jusqu'à la fin. Nous allons faire la guerre avec le Rwanda et nous allons imposer notre force, n'est-ce pas, diplomatique et force militaire. Et donc je crois qu'il faudrait faire confiance à cette armée congolaise, faire confiance à nos autorités. J'ai oui entendu ici certains dire que pourquoi l'Union sacrée ne s'exprime pas, pourquoi les membres de l'Union sacrée ne veulent pas s'exprimer. Je crois que le porte-parole du gouvernement, c'est lui qui doit s'exprimer quant à cette situation. Nous ne voulions pas faire des déclarations
actions à gauche et à droite qui peuvent, n'est-ce pas, produire, je dirais, des catastrophes sur les soulèvements populaires de la population. Et la communication, il faudrait la canaliser. Il est vrai que certains partis politiques, avec certains leaders, s'expriment. Je vis Jean-Pierre Bemba-Gombo s'exprimer pour soutenir nos FRDC. Le professeur Modeste Bahati l'a fait. Il y a un communiqué qui a été publié par l'AFDC. Il y a quelques jours, il a rencontré le président du Sénat avec les notables, le sénateur du Nord Kivu, Sud Kivu, pour échanger quant à cette situation. Il y a des stratégies qui sont mises en place. Nous ne voulions pas communiquer d'une manière qui n'est pas orientée. Il faut que la communication, en temps de crise, en temps de guerre, il faudrait raffiner la communication pour éviter une crise, pour éviter que l'ennemi, comment dirais-je, ponde ses stratégies afin de faire paniquer la population et créer des zones de tension. Et puis, ça pourrait fragiliser la République démocratique. Donc, il faudrait une sagesse communicationnelle, une sagesse mise en place pour que nous puissions aboutir à une résolution exacte. Et nous sommes en train d'y aller. Je crois fermement que nous allions à ces résolutions qui apporteront certainement des solutions. Vous savez justement qu'aussi, aujourd'hui, un message à adresser réellement à la population, mais aussi aux membres de l'Union sacrée, en cette période assez confuse. Le message, c'est que nous devrions être des patriotes. Un patriote, ce n'est pas celui qui relaye des fausses informations. Vous savez, je vois des Quinois, certains, on dirait qu'ils sont contents de cette situation. Je ne sais pas s'ils comprennent la quintessence de la guerre. Oui, ils savent comment les armes parlent. La situation de la guerre n'est pas une situation à pouvoir applaudir. Raison pour laquelle, en relations internationales, on se base beaucoup plus sur des processus de consultation, des dialogues pour éviter ces conflits. Vous savez, la Première Guerre mondiale, même la Deuxième Guerre mondiale, c'est le dialogue qui a temporisé cette crise, raison pour laquelle beaucoup des acteurs politiques adoptent l'attitude des échanges. Vous ne rejoignez que le dialogue. Même avec la guerre mondiale, on a fini par dialoguer. Évidemment, mais cela ne dit pas qu'on ne peut pas riposter, qu'on ne peut pas attaquer. En fait, des nations fortes, on échange, on dialogue et au même moment, on attaque. Et c'est pourquoi il ne faut jamais, madame, jamais, c'est là éprouvé en relations internationales, il ne faut jamais dialoguer dans une position de faiblesse. Lorsqu'on dialogue dans une position de faiblesse, on perd même par rapport au contentieux, par rapport aux clauses des échanges. Et donc, il faut toujours vouloir dialoguer dans une position forte. Et c'est pourquoi, madame, monsieur Paul Kagame veut impérativement nous amener dans un dialogue, dans une position de faiblesse pour nous imposer les accords qui ont précédé ou pour nous imposer sa stratégie. Et nous n'allons pas accepter ces principes-là. Nous pouvions, je l'ai dit, comme le chef de l'État l'a dit, dialoguer avec le Rwanda. Le chef de l'État était d'accord de pouvoir échanger, pas simplement avec le Rwanda, avec l'Angola, avec d'autres nations, avec une fameuse communauté internationale. Mais nous ne pouvions pas, comme nation, madame, ça c'est nous ridiculiser, accepter d'échanger avec le mouvement criminel qui crée terreur, les M23. Et donc nous savons que les M23 est là pour protéger les sites miniers du Rwanda, de la République rwandaise. Et donc, puisque ces gens-là n'ont aucune, comment dirais-je, permis d'exploitation de ces sites, ils veulent à tout prix exploiter illégalement les minéraux de la République démocratique, la richesse de la République démocratique du Congo. Et nous n'accepterons pas cette fois-ci de cette situation. Et donc, s'il faudrait dialoguer avec les États, nous allons le faire, mais pas avec un mouvement criminel. Et donc, la RDC s'est engagée dans une démarche patriotique, une démarche à pouvoir saluer. Et pour cela, je crois que l'opposition doit capitaliser cela. Au-delà de nos guerres politiques que nous avons à faire à chaque moment, mais quand il s'agit de la nation, une fois nous pouvons dire que le président Tshisekedi a impérativement refusé de dialoguer avec le M23, il faudrait que l'opposition accepte que nous puissions acheminer ensemble pour sauver la République démocratique. Mais que représente l'opposition aujourd'hui? Vous l'aviez dit, le chef de l'État l'avait dit, opposition et APT. Opposition qui représente combien de pourcents au sein des institutions, au sein du Parlement? Pratiquement, c'est minime. Si on prend aujourd'hui le pourcentage du chef de l'État, c'est plus de 72%. Ça veut dire qu'il a la quasi-majorité de la population et que l'opposition en soi ne représente pas grand-chose. Lorsque nous parlons ici de l'opposition, nous parlons des Congolais. Je l'ai tantôt dit ici, mettons de côté nos guerrières politiques. Qui a été élu, qui n'a pas été élu, qui veut ceci, qui ne veut pas cela.
Puisque aujourd'hui, si la République démocratique du Congo n'existe plus, M. Fayulu ne sera pas président, M. Moïse Katumbi ne sera pas président, ni M. Seth Kikouni et les autres, ni M. Eric Kiswaka. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, d'abord, c'est la patrie. D'abord, il faudrait sauver ces pays. Vous savez, je crois qu'il y a un proverbe africain qui dit, quand un serpent entre dans la maison et qu'il y a guerre entre frères et sœurs, entre les parents, on se met d'abord d'accord pour détruire ces serpents, afin qu'ils ne détruisent pas, n'est-ce pas, ceux qui sont dans cette maison, et par la suite, nous pouvons répandre nos guerres politiques. Les guerres politiques existent. En France, nous voyons, certains ne sont pas d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron. Aux États-Unis, nous en avions vu, partout, nous les voyons. Mais cela n'exclut pas qu'en France, lorsqu'il y a une question de la souveraineté de l'État, que les peines disent, je voudrais ici que nous soyons dans la même logique qu'Emmanuel Macron. Donc, l'unité pourra nous permettre de trouver des solutions quant à cette situation. C'est pourquoi j'ai dit, la posture que nous devrions avoir aujourd'hui comme Congolais, c'est la protection de cette richesse, madame, que nous avons. C'est sauver des vies humaines aujourd'hui. Puisque nous parlons de cette guerre. Cette guerre n'a pas existé sous Joseph Kabila. Cette guerre n'a pas existé sous, je dirais, Félix Tshisekedi. Ça nous a été imposé. Et donc, comme nous connaissons l'histoire de la République démocratique du Congo, comme nous connaissons les réalités actuellement de ces pays, et donc, il faille à nous les Congolais d'avoir cette attitude des guerriers, des patriotes, enfin de trouver des pistes de solutions à ces problèmes. J'aimerais quand même poser une question, on est dans cette curiosité. À l'heure actuelle, la population de Bunagana qui nous regarde se dit quoi? Parce qu'aujourd'hui, si on doit parler de Bunagana, vous savez combien de temps elle est sous occupation? Elle fonctionne aujourd'hui avec le régime M23. Cette population qui nous regarde aujourd'hui parce que on veut monter au créneau parce que c'est Goma. Cette population de Bunagana se dit quoi en ce moment? Madame, je me répète ici que nous sommes un État agressé. Et c'est prouvé face à la communauté internationale. Et c'est certifié. Il y a des rapports. Est-ce qu'on doit parler de pays agressés ou sous occupation également? Je dis, nous sommes évidemment sous occupation et agressés. Donc nous sommes agressés et nous sommes sous occupation. Et il y a des rapports au niveau des Nations Unies, de certaines organisations. Il y a des rapports au niveau des conseils de sécurité. Lorsqu'on parle de Bunagana, c'est une véracité. Il n'y a pas que Bunagana. Il y a certaines localités dont il y a une sorte d'occupation. Ça prouve à suffisance que lorsque la RDC dit qu'elle est une nation agressée, c'est une véracité. On peut certifier, on peut vérifier, on peut voir. Voilà une des raisons qui certifie l'agression que nous subissons de la part du Rwanda. C'est une véracité aujourd'hui. Il y a des éléments qui démontrent à suffisance que nous sommes occupés, que nous sommes agressés. Mais nous ne pouvions pas croiser les bras. Nous sommes, je le répète ici, dans un front diplomatique et dans un front défensif. Je l'ai dit et je le répète. Lorsque la République démocratique du Congo va déclarer la guerre, il ne faudrait pas que certaines nations se disent, écoutez, le Rwandais c'est un pays minoritaire et ils sont agressés par la République démocratique du Congo. Et c'est par là que nous voulions prouver à suffisance, voilà les stratégies qui ont été mises en place par le régime de Paul Kagame. Notre souhait aujourd'hui, madame, nous n'avons pas de problèmes particuliers avec la population du Rwanda, mais nous avons un problème avec les régimes de M. Paul Kagame. Nous travaillons, je l'ai dit ici, pour bouleverser cette manière de faire, cette dictature imposée par M. Paul Kagame. M. Paul Kagame crée terreur, pas simplement en République démocratique, il crée problème dans la sous-région. Il voudrait, n'est-ce pas, nous fragiliser la sous-région. Il voudrait nous imposer une sorte de dictature comme Hitler. Il voudrait s'imposer pour démontrer que sa force. Et donc, nous autres, nous connaissons la stratégie de l'ennemi et nous connaissons sa politique. Nous sommes en train aussi d'appliquer plusieurs méthodologies, notamment des sous aussi, pour le mettre hors d'état de nuire. Je crois fermement à ce qui est mis en place par le gouvernement et ça va produire des résultats. Je me répète, madame, pour que Poutine fasse la guerre à l'OTAN, ça a pris un temps. Il y a eu une sorte de préparation, il y a eu une sorte de stratégie mise en place aujourd'hui. Vous savez, même quand certaines nations, l'OTAN dit que l'Ukraine est un petit pays, il a besoin d'un soutien et que la Russie ne peut pas l'attaquer. Mais la Russie a fondé son soubassement, tous nous les connaissons, et la Russie s'impose face à l'OTAN. Et donc nous sommes aussi dans, je dirais pratiquement, c'est vrai que l'histoire n'est pas réellement ce qui s'est fait en Russie, mais nous sommes entrés pratiquement dans cette méthodologie de la réalité aujourd'hui qui a été produite par
par ce qui se passe. Et donc, je crois que la politique, il y a beaucoup d'enjeux qui se présentent là-dessus, mais il faudrait avoir l'œil d'aigle pour comprendre réellement des réalités, pour, d'une part, protéger la population de la République démocratique du Congo, d'une part présenter un casquette, n'est-ce pas, de défendre les intérêts généraux de notre pays, notamment l'intégrité territoriale. Donc il y a beaucoup quant à cette situation, mais je vous dis, madame, que la population soit rassurée, que les Congolais soient rassurés, que Goma ne tombera pas, Bounaga sera récupéré par nos militaires, et partout où il y a le militaire du M23 rwandais qui sont sur ces territoires, je crois que le gouvernement travaille là-dessus, et il faudrait appuyer le FRDC, qui font un travail exceptionnel. Je vous dis, madame, actuellement, à plus de 90%, selon les informations à ma proposition, par plusieurs sources, la ville de Goma est maîtrisée par nos FRDC, et nous continuons dans cet élan. Je crois que nous allons arriver jusqu'à récupérer certaines localités, et c'est possible. Et c'est que je demanderai à la population congolaise de ne pas croire aux faussetés des informations présentées par ces conglomérats des aventuriers, des communicateurs du Rwanda, du M23, qui sont là pour fragiliser la population, pour créer terreur, pour faire peur à la population. Il est vrai que nous sommes dans un rapport de force, mais il est vrai que l'armée congolaise se comporte magnifiquement sur terrain. Nous avons des résultats et nous sommes en train de continuer là-dessus, et je pense que nous allons arriver à une victoire finale. Et je crois qu'évitons des réactions épidermiques. Il est vrai que nous pouvions nous poser des questions, mais soyons rassurés que le gouvernement est là. Nous avons un chef de l'État, nous avons toute une institution qui est mise en place, et nous allons trouver des solutions, et la République démocratique du Congo sera un État et indivisible, et comme tous les présidents qui ont précédé nous l'ont dit. Le chef de l'État Tshisekedi, ce n'est pas lui qui mettra qui va laisser qu'une partie de la République démocratique du Congo soit prise par le M23 du Rwanda, dirigé par M. Paul Kagame. Monsieur Tshisoka, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Nous sommes arrivés à la fin. Dans l'espoir de retrouver un Congo uni, nous restons unis, nous aussi, population congolaise, au FRDC également, à toute la population dans la partie est de la République démocratique du Congo. Grand merci à vous, et surtout grand merci à vous et même les téléspectateurs que vous nous avez suivis avec beaucoup d'intérêt. Dans quelques instants, ce sera la grande édition du journal, et avec nous, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir.